Bonjour, je m'appelle Enzo Denis et je vous présente la vidéo constituant le rapport d'étape du mémoire que je prépare en vue de valider ma seconde et dernière année en master de gestion et stratégie du sport. Mon sujet aborde le thème de la financiarisation du football et plus précisément les formes de financement naissantes dans le football au XXIe siècle. C'est à travers ce mémoire que je vais tenter de comprendre à l'aide de Monsieur Carin, enseignant-chercheur en comptabilité, comment se mettent en place les nouvelles formes de financement dans le sport. Tout d'abord, il convient d'expliquer, ou du moins rappeler, quelques définitions importantes afin de mieux appréhender ce sujet. D'après les recherches de Zins et Velo en 2008, la gouvernance d'entreprise est aujourd'hui plus largement définie comme étant la mise en jeu de l'ensemble des dispositifs formels et informels qui organisent les relations entre les différentes parties prenantes concernées par les performances et le développement d'une entreprise. La gouvernance apparaît bien comme un dispositif impliquant à la fois des institutions, des relations, des règles et des comportements. Nous aborderons dans notre développement le terme de financement participatif ou crowdfunding qui désigne un échange de fonds entre individus en dehors des circuits financiers institutionnels afin de financer un projet via une plateforme en ligne. Et enfin, les formes de financement sont définies comme les différentes façons d'aller chercher des finances pour faire fonctionner son entreprise. Je vais maintenant vous donner les différentes motivations qui nous ont orientés vers ce sujet bien spécifique. Il faut savoir qu'il y en a 3 bien distinctes. La première est personnelle. Il nous semble important de choisir un sujet qui nous tient à cœur et qui nous intéresse car ces facteurs seront très importants dans la motivation et la créativité de ce mémoire. La seconde est intellectuelle. Avec l'élaboration de ce mémoire, nous allons développer de nouvelles connaissances et constituer une expertise dans un domaine bien précis, ce qui nous permet d'une certaine façon d'alimenter notre passion envers ce sport. Enfin, la troisième, ce mémoire va nous permettre de réaliser un réel travail de recherche, compétence qui s'avère parfois manquante dans le monde professionnel. Enfin, le but de ces mémoires est de nous rapprocher un peu plus d'une façon ou d'une autre de notre projet professionnel. C'est pourquoi le choix du sujet de mémoire nous semble très important car c'est un fil conducteur qui nous suit toute une année. La question de départ est donc la suivante. Comment le football professionnel a-t-il fait la transition entre le monde non lucratif et commercial et surtout, comment compte-t-il se renouveler en termes de financement afin de réagir ou plutôt se prémunir face à la crise ? Dans un premier temps, il convient d'expliquer en quelques points comment s'est effectuée la transition entre le monde associatif et commercial. Avant que le monde du football se professionnalise, il était essentiellement constitué d'associations sportives à but non lucratif. Cependant, un peu avant la fin du XXe siècle, la façon de voir le monde du football va changer. En effet, la loi dite Mazo de 1975 a engagé un processus aboutissant à l'adoption progressive du statut de société commerciale par les clubs considérés par le législateur comme professionnels. Et ça, c'est Dermy Richard qui nous l'explique en 2013. Cependant, suite à cette professionnalisation ou bien commercialisation du football avec l'acquisition de droits TV, de nouveaux joueurs, des investisseurs, vient s'ajouter une période assez frauduleuse. En effet, pour limiter les difficultés financières qu'ont les clubs, ces derniers ont parfois recours à des pratiques frauduleuses, sous forme de détournement de fonds publics, comme au club de Bordeaux, afin d'accroître les recettes du club, ou encore de constitution de caisses noires dans bon nombre de clubs. Les contrôles fiscaux, aussi nombreux étaient-ils, ont permis de se rendre compte de ces pratiques frauduleuses. Cette situation précipite l'obligation faite aux clubs d'adopter des statuts juridiques leur imposant des obligations comptables renforcées et l'instauration de procédures de contrôle internes et externes. La loi de 1984 est venue compléter les dispositions de la loi Mazo en prévoyant dans son article 11 l'obligation de créer au choix des clubs soit une société d'économie mixte sportive, soit une société à objet sportif pour la gestion de l'activité professionnelle. Petit à petit, une seconde transition va s'effectuer entre les sociétés commerciales et anonymes. De même, l'interdiction de rémunération des dirigeants
élus donnaient lieu à des montages financiers pour contourner cette interdiction et logiquement rémunérer des personnes gérant le club à temps plein. De par ces différentes contraintes, une nouvelle forme de société, d'abord propre au sport, est venue redéfinir les formes de structures commerciales dans le football, la société anonyme sportive professionnelle. Pour conclure cette partie, la dernière évolution juridique s'est faite en 2012 avec la loi du 1er février qui donne l'autorisation au club d'envisager n'importe quel type de structure commerciale. Il y a eu des conséquences dans le football de ces nouvelles formes de société, mais nous n'avons pas jugé nécessaire d'en parler dans cette vidéo. Après avoir abordé le côté historique dans la première partie, il convient maintenant de présenter les différentes formes de financement externe émergentes dans le football, avec dans un premier temps l'entrée de la bourse dans le football. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine à être cotés en Angleterre. D'autres clubs en dehors du Royaume-Uni se sont aussi lancés dans ce mouvement comme l'Olympique Lyonnais, la Lazio de Rome ou bien l'Ajax d'Amsterdam. Il semblerait d'ailleurs que les résultats sportifs influent beaucoup sur la volatilité boursière d'un club, et plus particulièrement les défaites à domicile. D'ailleurs, la valeur boursière dépend de nombreuses données. Parmi ces données, celles des actifs incorporels comme la valeur individuelle des joueurs et surtout la vitesse à laquelle elles peuvent se déprécier. Ensuite, nous avons le financement participatif. Il s'agit d'aller collecter des fonds auprès des supporters et ou des acteurs externes pour venir financer un projet ou dans des situations particulières comme celle de Bastia qui en 2015, suite à une liquidation judiciaire, a subi une double rétrogradation. Et c'est principalement à cause de la mauvaise gestion du club qui a accumulé quand même plus de 20 millions de dettes. En 2017 est donc née l'opération de crowdfunding par une association nommée SECB. Ces socios ont tenté d'aller chercher des sommes d'argent pour faire renaître leur club. De par cette démarche est donc née la SCIC par des entrepreneurs locaux qui ont justement repris l'idée des supporters. Ces différents acteurs sont donc désormais partie prenante du club. Cette campagne de financement, pour prendre l'exemple de Bastia, a levé 800 000 euros de fonds sur initialement un objectif de 2 millions d'euros. Et enfin, nous avons la crypto-monnaie qui fait aussi son apparition dans le monde du football sous forme de monnaie virtuelle. Le premier footballeur à avoir souscrit un contrat avec de la crypto-monnaie est l'ancien attaquant du Real Madrid, David Barral, en 2021. Et depuis, les cas se multiplient avec les joueurs de Alkmaar qui sont les premiers aux Pays-Bas à être payés en crypto-monnaie. Le club de Watford, qui arbore le logo du Bitcoin sur le maillot, et bien évidemment le cas Lionel Messi. Ce nouveau mode de financement arrive petit à petit dans le monde du football en ayant un double objectif. Rémunérer une partie des salaires de certains joueurs au sein des clubs qui sont partenaires avec cette monnaie virtuelle et aussi instaurer une interaction supplémentaire avec les supporters, avec les jetons de fans, des jetons qui permettent directement à ces supporters de pouvoir prendre à différentes décisions du club. Même si les clubs adoptent des modèles économiques et financiers qui incitent à la performance, nous allons discuter dans cette dernière partie des facteurs qui impactent la gestion financière des clubs. La mauvaise gouvernance de certains clubs en France est l'un des plus gros facteurs et indicateurs de performance économique et financière. Et cette mauvaise gouvernance s'est accrue en quelque manière avec l'arrêt Bosman. Cette très mauvaise gouvernance se confirme avec la mise en place d'un contrôle de gestion récurrent en France. Car d'après notre constat, les clubs en voulant être compétitifs se retrouvent dépourvus de tout moyen financier. Et c'est la raison qui explique pourquoi le football européen tend à se renouveler sur ces formes de financement. Nous pourrions dès lors penser que la DNCG favorise le bon développement de l'activité économique des clubs de foot. Cependant, d'après les recherches de Dermot Richard en 2019, les clubs adaptent leur comportement en fonction des exigences de la régulation dont ils font l'objet. Ainsi, à la suite des sanctions imposées par l'UEFA dans le cadre du fair play financier en 2014, le PSG a respecté sur les saisons suivantes l'exigence de rentabilité qui lui avait été imposée. En acceptant qu'un club évolue dans le cadre d'une contrainte budgétaire lâche, la DNCG entretient ce que Andreev qualifie de mauvaise gouvernance. A l'inverse, en imposant une contrainte budgétaire plus stricte, le fair play financier promeut une bonne gouvernance. C'est pourquoi on peut conclure que les régulateurs, notamment la DNCG, portent une part de responsabilité dans la persistance d'une mauvaise gouvernance des clubs français.
À partir de plusieurs constats faits dans la revue de littérature est naturellement née la problématique suivante. Existe-t-il réellement une évolution des formes de financement dans le football en 2022 ? Afin de répondre de façon non définitive à la problématique, nous avons élaboré deux hypothèses. La première étant la suivante: le contexte économique dans lequel les différents clubs de football évoluent détermine les besoins urgents des clubs ainsi que leurs besoins de financement externe. La deuxième, les nouvelles formes de financement évoluent et impactent différemment les clubs de football. Nous mesurerons l'impact de ces nouvelles formes de financement sur les différents clubs. La méthodologie que nous envisageons est donc la suivante. Nous allons analyser les comptes de résultats et bilans des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 qui nous apporteront des réponses à nos questionnements. Concernant le recueil de données, nous nous appuierons sur M. Carin qui pourra nous fournir les différents comptes de résultats et bilans des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Maintenant, concernant les différentes dates à retenir, nous allons dans un premier temps recueillir les données. Nous nous laissons jusqu'à fin février pour recueillir l'ensemble des données. Une fois le recueil des données effectué, nous commencerons à mettre en œuvre l'analyse quantitative et nous finirons le mémoire de recherche mi-avril. La vidéo touche à sa fin et je vous souhaite à toutes et à tous bon courage pour la suite des visionnages.